Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de vue. Un message d'abord à tous les fans de Marie-Amélie Lombard. Soyez rassurés, elle sera de retour mardi prochain, mais dès jeudi, donc vous restez avec nous. D'ailleurs, Jérôme Sainte-Marie est avec nous, c'est le retour sur Figaro Live et ça mérite d'être salué en tant que tel. On est ravis de vous avoir. On rappelle que vous êtes le président de la Société d'études et de conseil Pollingvox. Alors on sait que vous êtes l'auteur du Nouvel Ordre démocratique 2015 et d'un fauteuil pour 10 en 2006. Ce qu'on sait moins, c'est que vous avez contribué à la mise en place d'enquêtes d'opinion en Afghanistan et que vous êtes un as des sondages dans les manifestations. Et d'ailleurs, on va reparler dans un instant. Avec nous également Béatrice Gibelin, bonsoir. Bonsoir. Directrice de l'indispensable revue Hérodote et responsable de l'Institut français de géopolitique et spécialiste de la France de demain. C'est le dossier d'ailleurs de la dernière livraison de votre revue. Avec vous, à vos côtés, Philippe Turle, la voix la plus british de la radio française, ou de la radio du monde, puisque c'est comme ça qu'on appelle Radio France Internationale, et Alexis Brézé, directeur des rédactions du groupe Figaro, et à ce titre de Figaro. Bonsoir Vincent. Bonsoir Alexis. Alors la question ce soir, eh bien, ce sont des questions, et c'est des questions de journalistes. Quand, comment, qui, où, et accessoirement, pourquoi, quand sera remanié le nouvel gouvernement, comment, où, et cela sera-t-il annoncé, et surtout qui ? Qui sera promu, qui sera convié, qui sera chassé? Réponse peut-être au cours de cette émission, et vous le vivrez en direct, ou réponse après. Et là aussi, vous pourrez le vivre en direct, ce sera sur Le Figaro, et ce sera en live. En attendant, on vous donne une info, les syndicats ont été mobilisés aujourd'hui, c'était une journée d'action. Question, le saviez-vous? Eh bien, dites-nous si oui ou dites-nous si non, et on essaiera de savoir pourquoi. L'autre question, c'est entre Mauriac et Garcia Marquez ou Chardon, qu'achèteriez-vous dans la bibliothèque d'un homme d'État de François Mitterrand? Est-ce que, question subsidiaire, la connaissance de la littérature est nécessaire à l'exercice du pouvoir? Vous avez moins d'une heure pour répondre à la question, ou plutôt pour faire plancher nos invités. Alors, Emmanuel Macron, depuis à son agenda, ce soir, doit s'exprimer devant la station F. Et pour l'instant, il n'y a pas de nouveau gouvernement. Est-ce qu'on a une question? À votre avis, qu'est-ce qui se passe, Alexis? Oh, j'en sais rien du tout. Bon, la vérité, c'est d'abord, je pense que nous autres journalistes sommes suspendus à cette affaire, et un peu par fonction, aux commentateurs aussi. Un certain nombre de responsables politiques sont suspendus à cette affaire. Après, je ne pense pas qu'une angoisse absolument phénoménale étreigne le pays en se demandant alors est-ce qu'on a un remaniement ou pas de remaniement. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est un peu notre métier de regarder, et c'est vrai que ça fait 8 jours qu'on attend, et 8 jours que ça coince, c'est un fait. Pourquoi? Parce que c'est d'abord un remaniement, c'est toujours compliqué. Celui-là, je pense doublement. D'abord parce que c'est un remaniement qui est un remaniement subi, ce n'est pas un choix. Macron n'a pas décidé de changer de gouvernement, il a vu un ministre partir, un important ministre, et donc maintenant il faut raptasser. Donc le raptassage, c'est plus compliqué. Et enfin, dernier point de complexité, c'est l'intérieur. L'intérieur, ce n'est pas un ministère comme les autres. C'est un ministère qui exige de plein de qualités différentes pour être ministre de l'Intérieur. C'est les questions de terrorisme et de sécurité, évidemment. C'est aussi des questions électorales. C'est l'homme qui va faire le redécoupage électoral. C'est quelqu'un qui s'occupe de plein de choses, de renseignements, et qui aura plein de secrets entre les mains. Donc il faut qu'il ait absolument la confiance absolue du président et du Premier ministre. Donc tout ça fait que cette affaire n'est pas simple, et donc ça traîne. Voilà. Donc c'est pas un drame, mais si on veut essayer de comprendre les choses, il faut le dire simplement, ça coince. À l'inverse de ce que disait Olivier Duhamel la semaine dernière, Olivier nous disait ici même qu'avec la démission subie de Collomb, Macron s'est fait piéger par son obsession de maîtriser les horloges. En faisant durer le plaisir, il ne reprend pas un peu la main? Non, c'est en refusant, dans mon souvenir, la citation d'Olivier, c'est-à-dire qu'en refusant de laisser partir Collomb quand il demandait à partir, ce qui était le bon sens même, il s'est piégé, et ça aurait été plus simple de dire, quand Collomb a dit finalement je songe à autre chose, il fallait lui dire merci, tu t'en vas. Cela dit, ça n'aurait pas simplifié le choix du remplaçant de Collomb. Et je pense que si Macron, précisément, ne veut pas laisser partir Collomb, ça n'est pas uniquement pour dire c'est moi le chef et c'est moi qui décide, c'est aussi qu'il ne sait pas par qui le remplacer. La preuve, il ne sait pas par qui le remplacer. On en revient toujours à la même question. C'est quand même très simple la vie. On a quelqu'un qui s'en va, il faut trouver quelqu'un pour le remplacer. Et si on ne le trouve pas, c'est plus long que prévu. Et ce qui est pourtant plus simple d'habitude, enfin avant Macron, c'est qu'on arrivait quand même, dans ces cas-là, à remanier assez rapidement, Jérôme Sainte-Marie. Oui, sauf que souvent les remaniements étaient quand même prévus à l'avance. Comme l'a dit Alexis Brézé à l'instant, c'est un remaniement particulièrement subi, qui suit un remaniement raté, enfin
un remaniement mort-né, si j'ose dire, c'est-à-dire le remaniement qui aurait pu avoir lieu après le départ de Nicolas Hulot, qui aurait été assez logique. Il y avait une attente, là, il y avait quand même quelques ministres dont on se disait qu'ils étaient remplaçables pour le moins, et là, on était à la rentrée après un été difficile, on pouvait penser qu'il y aurait ça. Ben non, après la crise de crédibilité personnelle qu'a subi le président de la République durant l'été, et dont Nicolas Hulot a été un nouvel épisode, eh bien non, il a préféré temporiser, faire une promotion interne et cannibaliser en quelque sorte la République En Marche pour remplacer Nicolas Hulot. Et là, il se retrouve dans une crise tout à fait importante. Alors pourquoi est-ce que c'est important ? Peut-être moins pour l'opinion française en général. Et là, c'est le sondeur qui parle, qu'on est désolé. Alexis Brézé l'a dit, on n'est pas sous la 4ème République. En plus, on ne pense pas non plus que ce remaniement correspondra à un tournant de la politique économique ou autre. Donc, ce n'est pas un événement politique de première ampleur pour les Français. Là où c'est un peu plus embêtant, ce qui est en train de se passer, cette ambiance comment dirais-je, d'improvisation, d'embarras, qui semble se dégager. Peut-être qu'on aura une surprise incroyable et tous mes propos seront annulés. Mais enfin, pour l'instant, à l'heure où on parle, c'est quand même comme cela qu'on le ressent. C'est gênant, non pas pour l'opinion en général, mais c'est gênant pour les cadres de la politique, pour les élus. La République En Marche a un énorme problème. Ce n'est pas les élections européennes, enfin pas seulement, c'est surtout les prochaines élections municipales. Et là, c'est le praticien qui parle un tout petit peu. Les gens que je voyais en juin dans les communes de France les élus se demandaient comment avoir l'investiture de la République En Marche pour 2020. En septembre, ils se posent une toute autre question. Je ne sais pas comment l'éviter, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, c'est un peu la question de Gérard Collomb. Ils s'interrogent sur l'opportunité de tout cela. Voilà. Gérard Collomb, quand il dit « moi je m'en vais », et surtout je ne prendrai pas pour Lyon l'investiture En Marche, c'est quand même un signe. Alors c'est à camoufler d'ailleurs, c'est ce que dit le dernier sondage Odoxa. Mais Béatrice Gibelin, votre analyse, il est plus facile de remplacer un général 5 étoiles que de remplacer un ministre de l'Intérieur. Incontestablement. Ça, c'est d'évidence beaucoup plus simple de remplacer un général. Enfin, ça dépend. Si on veut qu'il soit très bon, c'est peut-être un peu difficile. On ne peut pas forcément savoir. Mais je reviens sur la démission d'Hulot. Là aussi, on est quand même dans quelque chose qui est subi. Hulot ose annoncer à France Inter un matin qu'il n'a même pas prévenu le président de la République ni le Premier ministre et qu'il le met comme ça sur la table. Enfin, c'était aussi très, très inédit, cette affaire-là. Donc même un remaniement juste après cette démission publique d'Hulot, même si on pouvait se dire il finira par en avoir assez, les couleuvres, il va cesser de vouloir les avaler, néanmoins, ça aurait été sous une décision qu'il n'avait pas prise. Et c'est là où, effectivement, on peut s'interroger, parce qu'il se dit que le Premier ministre, Édouard Philippe, souhaitait un remaniement déjà depuis quelque temps. C'est-à-dire qu'il préférait un remaniement à froid, après un été, effectivement, qui a été pour le moins perturbé, et de repartir avec une équipe avant même de faire cette rentrée. Il n'a pas été entendu. Et maintenant, dans la volonté d'Emmanuel Macron, de refuser la démission dans un premier temps de Collomb. Je pense qu'il n'a pas pensé que Collomb n'était pas un homme d'État. Il a surestimé le personnage. Il s'est dit, il ne peut pas faire ça. On va avoir des échéances extrêmement importantes. Il y a même un G6 des ministres de l'Intérieur à Lyon en ce moment. Il ne s'attendait pas, enfin, c'est l'analyse que j'en fais, à ce qu'il puisse manquer à ce point à sa parole et à ses responsabilités. C'est peut-être de la naïveté de la part du président de la République. Il a surestimé sa capacité d'influence et d'autorité sur Collomb. Parce que Collomb vient le voir en lui disant « je veux partir ». Il lui dit « non, tu pars pas oui, ». Et l'autre dit « bon, d'accord ». Et puis le lendemain, il dit « mais finalement, je me suis à voir et je vais dire au Figaro que je pars ». Je pense que c'est... Enfin, bon, on peut faire cette analyse-là. Vous le reposez sur un acte exclusivement d'autorité. Voilà, je te dis « non, tu pars pas ». On ne sait pas le contenu de ce qui s'est dit, vraiment. Vous avez peut-être des entrées que je n'ai pas. Mais ça a pu être aussi... En tous les cas, il a annoncé au Figaro qu'il démissionnait. Oui. Il a commencé par l'annonce au Figaro qui ne démissionnait pas le soir. Il a annoncé au Figaro le lendemain qu'il démissionnait. Donc on a suivi un peu cette affaire. Vous avez tout suivi, et vous avez même prévenu le Premier ministre en pleine Assemblée nationale. Donc vous étiez effectivement aux premières loges. Voilà. Mais bon, pour en revenir à ça, moi ce que je trouve tout à fait étonnant, c'est comment quelqu'un comme Collomb
à ce moment aussi important pour le pays, dans ce rôle qu'il a de ministre de l'Intérieur, oser faire des sorties comme il les a faites en partant, c'est quand même invraisemblable. Enfin, c'est le problème justement de l'autorité qu'il a défiée, de l'autorité défiée du président. Mais pour revenir à ce excusez-moi, mais au-delà de l'autorité défiée du président, il était en charge en tant que ministre de l'Intérieur, en particulier sur les banlieues, dont le plan de Borloo a été traité, mais alors vraiment mis à la poubelle en 2 temps 3 mouvements, en disant ça va bien les plans banlieues, alors qu'on sait très bien qu'il y a un problème de fond et qu'on n'a pas mis tant d'argent que ça dans les banlieues depuis aussi longtemps que ça, et qu'il ose dire l'heure est grave. Il faut vraiment s'occuper des banlieues. La République n'est plus maître dans certains quartiers. Ben, qu'est-ce que tu as fait, toi, depuis 18 mois? C'était pas ton boulot, ça? Enfin, c'est quand même invraisemblable de dire une chose comme ça. Ben, moi, j'ai été, pour ma part, en tant que citoyenne, parfaitement choquée. Philippe Turle, est-ce que ce choc et ce scandale ressenti par Béatrice Gibelin, il est ressenti à l'étranger également? En ce qui concerne le remaniement aujourd'hui, absolument pas. Je veux dire que pour moi, alors il y a 2 choses. Je vis en France, donc je vis la vie politique française comme vous tous les jours. Et bon gré mal gré, je sais que c'est pas facile pour Macron. Je reviendrai sur ce qu'on pense de lui depuis la Grande-Bretagne dans un instant, mais il y a des choses qu'on sait déjà. On sait que probablement ça va être un grand remaniement. Ça va pas être de prendre 2 ou 3 personnes, de les mettre à la place de 2 ou 3 personnes, parce que ça traîne. Donc pour Macron, ça serait plus propice de faire dissoudre l'Assemblée nationale, renommer depuis le perron de l'Élysée un nouveau gouvernement, de faire la photo, etc., et de faire un discours politique général. C'est un peu tôt encore pour lui de le faire, parce qu'il il fallait attendre après les élections de l'année prochaine, surtout les élections européennes, avant de faire le gouvernement Macron 2. Mais il a eu la main forcée justement par Gérard Collomb, que je trouve rancunier après l'affaire Benalla Gate. Je pense que c'était la goutte qui a fait déborder la vase, et je pense que Collomb a senti trahi par Macron parce que il a pris Benalla comme garde-corps sans lui en parler. Je pense que c'est là où ça a vraiment craqué entre les 2 hommes. Et juste pour revenir sur l'image de Macron à l'étranger, je vais être un peu dur avec vous parce que je pense que vous ne rendez pas compte de la personne que vous avez en France qui est toujours très bien vue depuis l'étranger, même s'il est moins bien vu ici, parce que c'est le seul vraiment en Europe qui peut contrer Trump, qui peut contrer Poutine, qui peut proposer le renforcement de l'Union européenne face à Merkel qui est quand même très affaiblie, la Grande-Bretagne qui est en plein Brexit malheureusement. Donc bon, il ne faut pas trop le mettre à la poubelle aussi, Macron, parce qu'il sert quand même à quelque chose, même vu de l'étranger par nous les journalistes étrangers à Paris. Oui, par les journalistes étrangers à Paris, la nuance est un peu intéressante. Je ne vais pas casser le vase qui a déjà débordé, mais il y a... on fait parfois des sondages à l'étranger pour savoir l'image des présidents, etc. Comment dirais-je? Je n'ai jamais été convaincu qu'il était bon pour un peuple que son président soit particulièrement populaire dans les autres pays. C'est souvent le cas. C'est même parfois un indicateur trompeur, voire contre-productif. Je prends un exemple. C'est pas un problème qui affecte Donald Trump en France, en tous les cas. Vous avez l'exemple de Salvini, par exemple. Salvini est très populaire en Italie. Il a une image très mauvaise, pas dans tous les pays européens, mais dans d'autres pays comme le nôtre. Je ne suis pas sûr que ce soit un indicateur, si vous voulez, très décisif, le fait que le ministre italien ait une mauvaise image en France, que ce soit l'indicateur que sa politique soit particulièrement mauvaise. Pour revenir sur ce point, quand même, sur l'aspect c'est un homme qui sait parler à Trump, qui sait parler à Poutine, là justement, on touche à un des problèmes de la période pour le pouvoir français, pour Emmanuel Macron. Il avait effectivement installé, durant son élection et puis après son élection, comment dirais-je, on avait l'impression d'un pouvoir quasiment magique, si vous voulez, d'un charisme extraordinaire, et que grâce à sa personne, il allait pouvoir résoudre tous les problèmes qui n'avaient pas été auparavant, et qu'il pouvait justement convaincre par son magnétisme personnel M. Trump, M. Poutine, etc., et qui pouvait résoudre aussi les problèmes du vieux monde. Eh bien, on se rend compte au cours des derniers mois
que d'une part, cette séduction supposée pour M. Trump ne donne pas de résultats tangibles à ma connaissance, pour M. Poutine non plus, enfin on ne voit pas, et qu'au niveau français en tout cas, et c'est les deux désaveux, les deux camouflés qu'il a subis avec le ministre de l'écologie et le ministre de l'Intérieur sont la preuve que cette magie justement n'opère plus, ce charisme à mon avis a disparu dans la tête des gens. Allez, on prend les questions des internautes. Johan qui lui dit pourquoi ce remaniement est-il si long à venir? Eh bien on l'a expliqué au début de cette émission, Johan, c'est parce que notamment le remaniement est un remaniement subi. Et j'ajouterais qu'on touche du doigt une des faiblesses objectives de cette année et demie de Macron, c'est l'incapacité dans laquelle il a été, pas uniquement de sa faute, à mettre en place une relève. C'est-à-dire que son grand pari, c'était quand même, je vais renouveler la pratique politique et renouveler les hommes. Ben, finalement, en 1 an et demi, il n'y a pas d'hommes nouveaux qui sont apparus. Il n'y a pas de nouveaux qui sont apparus et les anciens s'en vont. Parce que Hulot s'en va, Bayrou est parti, Collomb s'en va. Donc si les vieux partent et que de nouveaux n'apparaissent pas, ils se retournent et on cherche et on ne trouve pas. Et ça, c'est quand même, pour l'avenir, c'est comme quelque chose de préoccupant. C'est-à-dire que si Macron n'arrive pas à structurer un dispositif partisan avec des individus autour de lui, comment il va faire pour la suite? Il y a les européennes, il y a les municipales. Enfin, une vie politique ne peut pas tenir. On peut gagner une élection présidentielle sur un homme, mais ensuite, et c'est peut-être ça une des erreurs de Macron, c'est de croire qu'on peut structurer une conquête, une pratique politique et une perpétuation politique sur un homme. Il y a un moment, il faut s'entourer. Et là, ça ne marche pas. Et c'est ce que dit... Ça, c'est le défi qu'il a. Parce qu'il fait absolument que... Justement, c'est ce que dit un des internautes, c'est parce qu'il n'y a pas le même vivier que les PS et LR d'antan. Concernant le remaniement, Babineau nous dit c'est un remaniement de façade. Il essaye d'apporter un vent de fraîcheur, mais c'est réactif et non proactif. Il faut un réel électrochoc pour faire basculer l'opinion publique. Un remaniement est clairement insuffisant, dit Babineau, qui dit un vrai remaniement serait de remplacer le Premier ministre, qui est absolument inexistant. Alors justement, le Premier ministre, eh bien, il est un peu sous pression, en tous les cas sous la pression des questions des journalistes depuis ces dernières heures, et il s'est notamment exprimé hier soir. On l'écoute. Écoutez, le ministre de l'Intérieur, au moment où nous vous parlons, c'est bon. Pour combien de temps? Vous verrez. Merci beaucoup. Alors, il s'est réexprimé cet après-midi, il était redevenu Premier ministre et il était interpellé par le président du groupe LR à l'Assemblée. On écoute l'échange entre Christian Jacob et Édouard Philippe. Vous êtes aujourd'hui incapable de proposer un gouvernement crédible à la France. Tant c'est le vide autour de vous. Jusque quand cette mascarade va-t-elle continuer, monsieur le Premier ministre? Dans votre question, j'ai entendu quelque chose qui m'apparaît relever d'une forme de fébrilité et d'impatience. Mais je veux vous dire une chose, monsieur Jacob. Nous ne transigerons en rien sur les engagements qui ont été pris par le président de la République. Nous mettrons en œuvre la politique que nous avons affichée et sur laquelle nous nous sommes engagés aux élections présidentielles et aux élections législatives. Alors, Jérôme Sainte-Marie, Édouard Philippe, il est renforcé après cet échange ou il est inexistant, comme dit notre internaute? Moi, j'ai trouvé l'internaute extrêmement sévère. Édouard Philippe est déjà, alors je suis désolé de parler du sondage, mais il est plus populaire que le président de la République. Ils sont à 37% dans le dernier sondage Odoxa, tous les deux. Oui, moi, le sondage BVA, il était à 32 et 39. Enfin bon, on verra bien. Mais en tout cas, ces derniers mois, il a quand même plutôt été davantage populaire. Ce qui est d'ailleurs une tradition maintenant. Sous le quinquennat, les premiers ministres sont davantage populaires, parfois considérablement, que le président de la République. Ce ne sont plus des boucliers. Au contraire, ils ont tendance à attirer la lumière vers eux. Je trouve qu'Édouard Philippe, c'est plutôt, a été plutôt renforcé par les péripéties, on va dire, de l'été, qui ont affecté l'image du président de la République, l'image personnelle, mais qui ont fait finalement que lui, il incarne l'État, il faut le dire, de manière assez convaincante. Et sa discrétion n'est pas forcément un handicap. Là-dessus, par rapport à beaucoup de commentaires que j'entends, le but n'est pas forcément, si vous voulez, d'être omniprésent. Et là, il se montre à la fois loyal, discret, et il a tenu la maison, si vous voulez, quand on voyait le président de la République mobilisé par des affaires assez subalternes, on va dire. Moi, je pense effectivement qu'Édouard Philippe, avec le calme dont il donne l'impression systématiquement, tout le temps, sa façon de prendre la parole, sans mauvais jeu de mots, sa hauteur de vue, le fait qu'il domine toujours toutes les assemblées beaucoup, fait que je pense qu'au contraire, il gagne en épaisseur et en consistance dans ces moments un peu instables, un peu flous, et c'est presque
un problème pour Macron, qui apparaît comme étant plus incertain, plus dans le doute, si pas dans le doute, en tout cas maladroit. C'est la question en tout cas qu'on pose aux internautes. Hein. Est-ce que, selon vous, Emmanuel Macron reprend la main? Et ils sont plutôt en phase avec ce que vous dites, puisqu'ils répondent non à 77%. Tant qu'on n'a pas le remaniement, on ne peut pas dire que pour le moment, ils reprennent la main. Tant qu'on ne sait pas qui il va mettre, comment il va s'y prendre et quelle ampleur ça va avoir, on sait bien qu'on va en avoir quelques-uns qui vont sortir. Ça m'étonnerait que Mme Nyssen reste, par exemple. Bon. De toute façon, en termes d'opinion, quel remaniement a fait reprendre la main à quel président? Aucun. Donc la question elle est réglée. C'est pas un remaniement qui permet de reprendre la main. Un remaniement quand il y a un changement de Premier ministre. Quand il y a un changement de Premier ministre, voilà. Mais c'est pas un remaniement. Mais là, on ne va pas changer de Premier ministre. Là, il ne peut pas changer de Premier ministre parce qu'il ne trouve même pas de ministre de l'Intérieur, donc il ne va pas mettre un nouveau Premier ministre. Et donc, la question est-ce que ce remaniement va renforcer Édouard Philippe? Je pense que oui. Je pense qu'il va sortir gagnant de ce remaniement parce qu'il va être renommé, il va avoir un nouveau gouvernement, donc nécessairement ça ira bien pour lui. Mais la deuxième question, est-ce que ça va remettre la politique d'Emmanuel Macron sur les rails et rebooster ses sondages? Là, je suis beaucoup plus prudent et j'ai du mal à croire que ça changera grand-chose dans les médias. S'agissant d'Édouard Philippe, autant je considère que finalement l'internaute est très sévère, il n'y a aucune raison de dire qu'il est nul, qu'il ne sert à rien, etc. Il fait plutôt bien le job, il est sérieux, etc. Pour autant, moi, je ne m'inscris pas dans cette façon de voir, qui à mon avis est très parisienne et très journalistique, de dire « Ah là là, Édouard Philippe est en train de gêner Emmanuel Macron, de prendre la place. » Non, il fait le job, il fait son boulot, mais comment dire, il énerve moins. Pourquoi Macron aujourd'hui baisse? C'est pas son action qui fait qu'il baisse, c'est qu'il énerve les gens par plein de fautes de comportement. Donc Édouard Philippe ne commet pas ses fautes. De ce point de vue, il énerve moins. Mais en même temps, il n'y a pas de lien d'Édouard Philippe à l'opinion. Il n'y a pas d'incarnation d'Édouard Philippe dans l'opinion. Il n'y a pas de magnétisme d'Édouard Philippe vis-à-vis de l'opinion. Il est là, il fait bien le job, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, il n'a pas construit quelque chose de fort. Une petite question sur Édouard Philippe d'ailleurs. On annonce. Mais c'est très difficile, c'est pas ça. Mais bien sûr. La position du Premier ministre dans la Ve République. Il ne faut pas trop lui en demander. Non, mais on lui en demande pas. Il fait juste bien comme il doit être. Pardon, je vous coupe. Il y a une chose qu'on attendait et qu'on annonçait depuis ces dernières heures, c'est qu'il devait présenter sa démission au président. Et comment vous interprétez le fait qu'il n'est pas... C'est absurde. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, on a commencé à dire qu'il va la présenter le soir et il va être renommé le lendemain. Il ne peut pas y avoir de vacances de l'État. Imaginez qu'il y ait le moindre événement. Il faut quand même qu'il y ait des ministres pour donner des ordres à la police. En termes même juridiques, on ne peut pas organiser la vacance de l'État. Donc déjà de dire qu'il démissionne le soir pour revenir le lendemain matin, c'est absurde. Et deuxièmement, l'idée de démissionner pour être renommé, ça veut dire qu'il va y avoir un vote de confiance, un nouveau vote de confiance à l'Assemblée. Est-ce que c'est l'intérêt aujourd'hui d'Édouard Philippe d'aller retenter, de redemander un vote de confiance à l'Assemblée? Je pense que par rapport au président, il ne peut que perdre. Mathématiquement, il a fait le plein la dernière fois. Il ne peut pas avoir plus. En revanche, il aura toujours quelques centristes qui seront énervés, qui ne voudront plus voter pour lui, quelques gens qui étaient entre le PS et les marcheurs qui diront on n'est pas content. Donc moi, je ne vois pas bien l'intérêt d'aller se refaire taper dessus à l'Assemblée pour, à l'arrivée, avoir moins de voix. Je crois qu'également, Édouard Philippe a un autre problème. Tout à l'heure, j'ai répondu sur le jugement sur l'homme et la manière dont il assume ses fonctions de Premier ministre. Ça me paraît tout à fait correct. Là où il a un problème plus politique, c'est que, justement, c'était une prise de guerre remarquable. La formation du gouvernement d'Édouard Philippe a été décisive pour les élections législatives qu'on suivit. Et il a permis aussi, avec Bruno Le Maire et d'autres, de drainer dans le soutien à l'exécutif, de drainer de très nombreux sympathisants de droite, au point d'ailleurs que Emmanuel Macron, ça paraît loin désormais, en janvier, était devenu majoritairement populaire, 50-52%. C'est rare. Vous voyez quelqu'un qui baisse, qui remonte comme cela, un président de la République. Nicolas Sarkozy l'avait fait, mais c'est assez rare. Et c'était grâce justement au soutien de beaucoup de sympathisants de droite, notamment dans un contexte de mouvements sociaux. Et là, ce qui s'est passé depuis janvier, et qui s'est terriblement accéléré ces derniers mois, a été le retour des sympathisants de droite vers notamment le parti Les Républicains. Oui, donc, si vous voulez, et là, Édouard Philippe, il sert à ça aussi.
notamment à la perspective des prochaines échéances électorales. Et ça, pour l'instant, ça ne marche plus. Il est en train quand même de profiter du fait que ça ne va pas très bien entre la France insoumise, le Parti communiste, entre Marine Le Pen et Dupont-Aignan. Donc l'opposition n'est pas vraiment là pour le contrer. Donc il a quand même, disons par rapport à Sarkozy ou Hollande, l'opposition reste quand même très divisée. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, pour, mais ce que dit Jérôme Sainte-Marie, c'est qu'apparemment, à droite, il y a un nouveau soutien qui revient dans l'opinion et que pour l'instant, Wauquiez... le Wauquiez ne capitalise pas ça? Non, en tout cas, ce qui est très net. Ce qui est très net, c'est dans les soutiens au gouvernement, soutien au pouvoir et au président de la République. Beaucoup de sympathisants de droite qui étaient venus sont aujourd'hui repartis. Et donc, vous tombez à 25-30% de bonne opinion pour le président de la République. À droite, c'est un peu plus qu'à gauche, enfin que ce qui reste de la gauche. Enfin, et ça, c'est très important, notamment parce qu'il y a plein de catégories sociales qui votent davantage pour la droite que les autres, qui ont été très déçus. Je pense évidemment aux retraités. Et juste pour finir, il y a effectivement, on dit qu'il n'y a pas de problème, mais si on est en crise politique majeure, crise politique, ça n'aboutira pas à une révolution, mais c'est tout simplement parce qu'il y a une absence de résultats. Et de résultats sur les attentes fondamentales des Français. Le chômage serait en train de baisser, toutes ces questions-là ne seraient plus... Je ne suis même pas sûr. Ça ne suffirait pas. Regardez Jospin. Jospin, il a des bons résultats économiques, le chômage baisse, la croissance revient, tout va bien. Il n'est même pas au second tour de l'élection présidentielle. Très populaire. C'est beaucoup plus compliqué. Oui, mais il n'est même pas au second tour. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus compliqué. Je suis d'accord avec vous en disant qu'il n'y a plus le soutien des électeurs de droite comme ils pouvaient l'avoir. Mais ces électeurs de droite, pour l'instant, ne se sont pas rangés non plus. Donc ils sont encore dans une position attentiste, d'une certaine façon, qui peut aussi bouger. Et quand on voit simplement Wauquiez, si on prend le baromètre des personnalités, comme on l'a vu, alors ça veut dire ce que ça veut dire, et c'est plein de contradictions, il est quand même parmi les derniers de ceux qu'on souhaite voir exercer des responsabilités. C'est quand même un peu gênant. Enfin, il est loin derrière un certain nombre de gens. On va continuer à suivre ça dans les prochaines heures. S'il y a une annonce d'une façon ou d'une autre, eh bien sûr, on la retransmettra si elle est faite sur le perron de l'Élysée notamment, ou on vous la donnera dans le courant de cette émission. Je laisse le dernier mot aux internautes. Un vrai Satur, qui nous dit, à propos de vous, Philippe Teur, a raison de dire que Macron est bien vu à l'étranger, non seulement c'est vrai, mais surtout le seul depuis très longtemps. Macabronito nous dit, Édouard Philippe n'a pas caché son intention possible de retourner à la politique locale, ça n'est jamais bon signe. Et il ajoute, Édouard Philippe est, à mon avis, dans la lignée des premiers ministres au service du président. Il y a une autre question qu'on se pose aujourd'hui, elle est un peu brutale, c'est les syndicats servent-ils à quelque chose ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'était l'événement du jour, du moins quand on regardait l'agenda AFP il y a encore quelques jours ou quelques heures, c'est la mobilisation dans les rues. Alors, avant de voir combien de personnes ont été mobilisées, je vous propose quand même d'écouter les responsables syndicaux qui expliquaient pourquoi ils avaient appelé leurs adhérents à manifester aujourd'hui. On est dans la rue contre une vision qui est portée par le chef de l'État et son gouvernement, qui est une logique d'individualisation, de casse de notre modèle social. Et c'est le modèle social finalement que nous défendons, c'est-à-dire notamment les cadres collectifs, les statuts, les conventions collectives, mais aussi la sécurité sociale et les retraites. Alors ça, c'est la version Pavageau, le nouveau patron de Force ouvrière, et il y a la version Martinez. C'est le problème de M. Macron. Il a du mal à se mettre à la place de ceux qui travaillent. Il ne travaille pas, M. Macron ? En tout cas, il ne connaît pas le monde du travail. Vous imaginez, moi je vais dans les hôpitaux par exemple, des infirmiers me disent, mais tu te rends compte à 63 ans, à 64 ans, est-ce qu'on peut encore s'occuper de façon sérieuse des patients, les manipuler, etc. Ouais. C'est ça la réalité. Il faut sortir des schémas, des théories fumeuses. Alors de 11 500 à 50 000 personnes ont manifesté à Paris, en tout cas selon les chiffres qui sont donnés par l'AFP à l'instant. Si vous n'avez pas été marqué par cet événement, rassurez-vous, le patron de la CGT vous nous a donné un élément, en tout cas un indice dans les colonnes du Figaro, justement ces dernières heures. Philippe Martinez le reconnaît, il faut réinventer de nouvelles formes de lutte pour les syndicats. Une question simple, les syndicats ont-ils encore une utilité, Béatrice Gibelin ?
Bien sûr que les syndicats ont encore une utilité. On ne peut que regretter qu'ils soient aussi faibles. Je veux dire, si on n'a plus d'intermédiaires, si ils ne servent plus de contact, de lieu de négociation, je vous ferai remarquer que la CFDT n'avait pas appelé à la manifestation aujourd'hui. Il y a Laurent Berger est absolument convaincu du rôle du syndicat dans la nécessité, bon, on dit que c'est un syndicat réformiste, oui, peut-être, mais avant de dire non, on essaye de négocier, on essaye de voir ce qu'on peut faire, on essaye de voir comment on peut tirer quelques avantages pour les gens qu'on représente et dont on a la responsabilité. L'attitude de la CGT est absolument stupéfiante. Quand même, Martinez qui dit « Ah oui, mais le succès, ça ne se compte pas au nombre de manifestants ». C'est quand même absolument étonnant de sa part. Il faut dire aussi que depuis que maintenant on sait à peu près très précisément combien il y a de manifestants dans les rues, grâce d'ailleurs aux médias qui ont décidé de se donner les moyens de les compter sérieusement, et que je crois. Bon, bah, ça ne valait pas la peine aujourd'hui. Hein. Bon, non, vous n'alliez pas dépenser de l'argent pour ça. Bon, et que généralement c'est toujours ça correspond à peu près toujours aux chiffres de la police, hein, à un chouille après. Bon, donc il suffit maintenant d'avoir les chiffres de la police pour savoir qu'au fond, c'était on va dire pas 11 500. Bon, 11 500 et pas 50 000. Voilà. Et moi, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait des manifestations parce que j'habite un quartier où elles passaient par là. Donc, il y avait un nombre de cars de CRS qui m'a fait dire « Ah oui, c'est vrai, il y a manifestation aujourd'hui. » Bon, il y a eu quelques heures et quelques échauffourées. Oui, mais bon, pas grand-chose, j'en suis persuadée. Mais néanmoins, les syndicats continuent et devraient jouer un rôle tout à fait important. Et c'est un risque si on a des syndicats qui disparaissent. Moi, ce qui me semble, c'est qu'à côté du débat, certes intéressant, mais un peu théorique sur le rôle des syndicats, les syndicats seraient utiles s'ils étaient différents, oui, c'est sûr. Ce qui me semble, en tout cas pas tant, c'est qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les syndicats qui mettent en danger Macron. Ce n'est pas la contestation syndicale, c'est pas au-delà même de la contestation, c'est même pas la contestation de sa politique qui affaiblit Macron. C'est intéressant de voir que tous les trucs dont on disait ce sera dur, c'est finalement très bien passé. Les ordonnances de travail, la réforme du droit du travail, c'est très bien passé. La SNCF, c'était quand même pas rien de dire qu'on allait finir avec le statut du cheminot. Alors il y a eu des manifs, mais tout ça se passe assez bien. Et si ça se trouve demain, la question des retraites, dont on dit c'est très difficile, ça se passera aussi peut-être pas si mal, parce que l'opinion évolue. C'est intéressant et un peu rageant d'un point de vue démocratique de voir que ce qui est en train de plomber Macron, c'est pas son action, c'est Macron. C'est les petites phrases, c'est sa façon d'être, c'est sa façon de se comporter, etc. Mais la politique de Macron, en tout cas en matière économique, le régalien, c'est encore autre chose. C'est sans doute une attente auquel rien ne répond. Mais sur l'économique, il n'y a pas de rejet massif de la politique de Macron. C'est plus aujourd'hui sa pratique, de sa politique. C'est plus aujourd'hui sa façon de gouverner, sa façon d'être, le sentiment qu'il donne, la façon dont il considère les gens, qui est en cause que ce qu'il fait concrètement. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que s'il avait plus rapidement des résultats à sa politique, sa façon d'être passerait beaucoup mieux. Donc, ça ne suffit pas à dire que le rejet vient de sa façon d'être. Je vous propose d'écouter un juge de paix sur ça, justement, sur la politique et la répercussion de la politique dans l'opinion. Je vais tenir des propos qui ne sont pas du tout consensuels, mais sur ce sujet, je crois qu'effectivement, il y a le problème... Je vous précise, pardon, Jérôme, que dans la question qu'on pose, c'est absolument pas un sondage, c'est une question sur Twitter, 77% encore des gens nous disent que les syndicats ne servent à rien. Oui, pourquoi pas, mais comment dirais-je, mon analyse n'a pas varié, si vous voulez, depuis l'élection d'Emmanuel Macron quant à la perspective d'un blocage social. Je n'y ai jamais cru, pour des raisons assez simples, c'est qu'aujourd'hui, il y a un rapport de force. Donc je vais être assez archaïque dans mes analyses, j'en suis désolé, je vais être très archaïque. Il y a un rapport de force qui est totalement en défaveur des salariés. Il n'y a plus de syndicats dans le secteur privé, sauf des gens qui veulent avoir des emplois protégés généralement. Il n'y a plus de grèves revendicatrices en France, il faut le dire quand même. Il y a des grèves dans le service public, il y a des grèves quand les usines ou les établissements en tout cas ferment, et donc c'est pour négocier un plan social plus avantageux généralement, mais il n'y a plus ces grandes grèves de revendications, de conquêtes qu'il y avait autrefois, tout simplement parce que quand vous avez 6 millions de chômeurs ou à peu près,
quand vous avez beaucoup de précarité, etc., il faut être, d'un point de vue individuel, quel que soit votre sentiment, il faut vraiment être animé du sens du martyr, si vous voulez, pour aller dans une entreprise privée actuellement et annoncer des revendications, etc. Vous prenez c'est l'option privilégiée pour prendre la porte le premier, pour avoir les augmentations ou les promotions le dernier. Donc c'est plus possible aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que le rapport de force est terriblement défavorable, d'autant plus que les mobilisations sociales, c'est aussi des cycles. Et quand vous avez, ça fonctionne en spirale en quelque sorte, quand vous avez des spirales négatives, eh bien, peu à peu, la mobilisation s'étiole. C'est ce que ça fait très longtemps qu'une grève, je ne parle pas des grèves d'un milieu lycéen ou collégien qui font peur aux gouvernants par les risques de décès ou de choses comme ça. Mais dans le niveau social, je pense qu'il y a quasiment depuis 1995, il faut remonter très très loin pour trouver des grèves qui ont fait reculer un gouvernement. Or, il y a eu des grèves massives, des manifestations massives sous Sarkozy, même sous Hollande. Et puis là, ça s'étiole parce que les gens n'y croient plus, tout simplement. Ce qui ne veut pas dire, je finirai par là, que dans les sondages, je ne parle pas des sympathisants de droite, etc., mais dans les sondages, il y a quand même, et même parmi eux d'ailleurs, un sentiment d'injustice sociale par rapport à la politique menée par Emmanuel Macron, qui est quand même assez... ce sentiment est assez criant quand même dans les études. Alors, de précision, donc les chiffres, 50 000 manifestants à Paris selon la CGT, 21 500 selon le cabinet d'études Occurrence, voilà, et 11 500 selon la préfecture. Mais je voudrais revenir, parce que je pense qu'on dit la même chose de façon différente. Quand on demande aux gens, est-ce que Macron est juste ou injuste, ils disent injuste. Est-ce qu'il est proche ou distant, ils disent distant. Empathie ou pas dans l'empathie, évidemment. Quand on leur demande, est-ce que la réforme de la SNCF, c'est bien ou pas bien? Est-ce que la réforme du droit du travail, c'est bien ou pas bien? Est-ce que la réforme des retraites, grosso modo, alors ils ne sont pas tous d'accord, mais il n'y a plus, même l'ISF, même la suppression de l'ISF, je crois que c'est moitié-moitié. Même pour l'ISF. Mais oui, à l'époque, en tout cas quand on le fait. Alors, donc la construction du discours, quand elle s'applique à Macron, devient très négative, mais mesure par mesure, c'est ce que je voulais dire, c'est que la politique in abstracto n'est pas massivement rejetée. C'est la façon dont on la met en œuvre et celui qui la met en œuvre. Et vous savez que depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron, on a dit, mais je ne sais pas combien de fois, que les Français sont dans une position d'attente. On attend, on lui donne sa chance, on va le laisser faire. Bon, peut-être ça a bien marché pendant la première année du quinquennat. Là, on est dans une zone un peu difficile, mais je pense au fond, les Français ont toujours envie de lui donner raison, de lui donner sa chance pour réformer le pays. Parce que, d'une certaine manière, oui, je pense, même si vous croyez que c'est pas vrai. Mais les gens avec qui je parle, ils disent, bon, il n'y a personne d'autre en qui en avoir en confiance pour redresser le pays. Il a quand même fait un bon boulot. On va lui encore donner sa chance. Mais bon, le temps presse. On aimerait bien voir des résultats. Et c'est ça l'enjeu de ce remaniement dont on a parlé tout à l'heure. Et pour Emmanuel Macron, il a quand même ça de son côté. Et la deuxième chose, c'est que les syndicats sont quand même affaiblis. Je suis d'accord avec madame que les syndicats servent toujours à quelque chose, mais les syndicats en France sont très peu nombreux. Et beaucoup de gens qui étaient prêts à faire grève autrefois, maintenant, ils ne veulent plus faire grève parce qu'ils vont perdre d'argent, ils vont perdre des journées de travail, ils ne peuvent pas laisser leur entreprise pour aller faire grève, donc ils ne le font plus. Et c'est ça, c'est un changement dans la société française, maintenant que ces histoires de grandes grèves de 95 et autres ne feront plus recette parce que les gens ne veulent plus faire grève, parce que d'un côté, ils n'ont pas les moyens de le faire, et deuxièmement, je pense qu'ils croient que les syndicats n'ont plus le pouvoir de faire bouger le gouvernement. Et est-ce qu'il n'y a pas une autre question? Est-ce que d'autres questions n'ont pas supplanté les questions sociales aujourd'hui? C'est-à-dire des questions, par exemple, d'identité, d'immigration, d'insécurité culturelle. Ça n'a pas été tellement vrai sur l'élection présidentielle française, parce que justement, par rapport à d'autres pays, il y a beaucoup de pays en Europe où les élections se font sur l'immigration, pour l'essentiel, et les questions identitaires au sens plus large. Quand même Marine Le Pen au second tour, c'est pas tout à fait absent, ni du vote Le Pen, ni du vote Fillon. Mais ça joue très fortement, mais je l'ai écrit dans vos colonnes, donc je ne vais pas me contredire. Mais malgré tout, par rapport à d'autres élections dans d'autres pays européens, c'est moins vrai. Probablement aussi parce que par rapport à d'autres pays, toute une série de réformes, notamment du Code du travail, etc., qui étaient demandées par l'Europe, et qui étaient peut-être demandées par la raison, je ne sais pas, mais en tout cas qui étaient demandées en tout cas par l'Europe, ces réformes n'avaient toujours pas eu lieu. On était en retard en quelque sorte par rapport à d'autres pays européens. Désormais que ces réformes sont faites,
pas entièrement, peut-être pas de la manière dont tout le monde le souhaite, etc., on aura forcément un retour vers les questions identitaires, vers les questions régaliennes. Mieux ça va, mieux l'économie va, moins on s'y intéresse pour s'intéresser à d'autres motifs de mécontentement qui sont l'identité, l'immigration, la sécurité culturelle au sens large. Et est-ce que, pardon, Béatrice Gibelin, est-ce qu'il n'y a pas un autre phénomène qui joue également, c'est que autrefois c'était les classes populaires qui allaient vers les syndicats, mais est-ce que justement il n'y a pas un nouveau phénomène aujourd'hui, c'est le déclassement même des classes moyennes qui est le sentiment dominant, et peut-être qu'elle ne s'exprime pas avec les syndicats. Alors, ça ne va pas s'exprimer avec les syndicats du tout, parce que dans des classes moyennes, mais ça, le concept de classe moyenne est tellement vague. On fera une émission où vous viendrez, on définira. Oui, non, mais c'est vrai, je veux dire, où ça commence et où ça se termine, c'est vraiment très, très, très difficile. En revanche, ce qu'on appelait, on va dire, la classe moyenne qui est juste au-dessus, on va dire, du salaire médian, c'est-à-dire qui gagne entre 1700 et 2002 ou 2003, celle-là, elle est inquiète, parce que celle-là, elle se sent déclassée, et surtout, elle pense que ses enfants vont être plus déclassés qu'eux, et qu'ils sont donc dans une situation d'impasse et d'inquiétude profonde. Là. Mais ce n'est pas ça qui va les emmener vers les syndicats, et ce n'est même pas forcément ça qui va les faire manifester ou qui va leur faire une rentrée sociale. Ils vont peut-être plus aller voter, en disant de toute façon, c'est plus la peine. S'ils sont vraiment très en colère ou qu'ils ont eu un problème de sécurité dans le quartier, peut-être ils vont basculer sur de l'extrême droite, ou le discours anti-immigré va jouer, ou le discours de l'invasion. Bon, et là, ils basculeront à l'extrême droite. À mon avis, ils basculeront absolument pas du côté de l'extrême gauche. Ils n'iront pas du côté de la France insoumise, ils n'iront pas du côté du PC. Sauf peut-être si la France insoumise optait ou avait opté pour, un peu à la manière de cette partie allemande, pour à la fois une espèce d'anti-libéralisme radical d'extrême gauche, et ensuite pour la protection des frontières contre les immigrés. Là, on aurait un cocktail qui serait potentiellement, me semble-t-il, détonnant et de succès pour Mélenchon, dont on sent parfois qu'il tourne autour de cette possibilité, mais qui ne veut pas pour des raisons... Peut-être pour des raisons on ne sait pas encore ce que ce discours, cette position en Allemagne va donner. On ne le sait pas encore. Ça a surpris absolument tout le monde. Die Linke et la compagne de La Fontaine qui fait ces déclarations, ça a fait un tabac médiatique. Mais est-ce que ça donnera des résultats électoraux ? On n'en sait strictement rien. Et de la même façon, Mélenchon, avec sa position, avec son discours, quand même internationaliste très, très gauche, même si à l'intérieur de son parti, on voit bien qu'il y a des tensions, parce qu'on voit bien qu'il y a quelques-uns qui disent « oui, mais il faut comprendre la sécurité, les frontières ou autres ». Il ne sera pas crédible, lui, en tant que leader. Mélenchon, de mon point de vue, ne peut pas être crédible sur le discours de la fermeture des frontières, du rejet de l'immigré. Il se met en porte-à-faux. Quel est l'électorat de Mélenchon ? C'est un électorat non pas populaire. Non, de petits fonctionnaires. Mais pas seulement petits fonctionnaires, c'est un électorat d'intellectuels. Pas du tout. Écoutez, excusez-moi, je suis catégorique, parce que là, il y a toutes les données post-électorales montrent que l'électorat de Mélenchon est un électorat qui est assez... Autant l'électorat de Macron est assez élitiste, etc. Autant l'électorat de Mélenchon n'est pas si populaire que ça, mais il est assez interclassiste en réalité. Et alors, il y a effectivement un niveau de diplôme qui est un peu plus élevé par rapport le patrimoine culturel est plus élevé que le patrimoine économique, mais il y a beaucoup aussi de catégories populaires. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est arrivé à 19%. Ce n'est plus l'électorat, ça n'a plus rien à voir avec l'électorat du NPA, par exemple. Non, vous voyez, on est d'accord. On n'est pas sur le NPA, mais même à 19%, je veux dire, il casserait tellement son image s'il se mettait à tenir un discours comme ça que moi, j'y crois pas. Oui, de toute façon, il ne le fera pas, même si la tentation est là parfois de le faire. Dernier mot, Philippe Turner. Pour la simple raison que s'il commence à parler des frontières, des immigrés et de l'immigration, c'est Marine Le Pen qui va lui tomber dessus en disant voilà, c'est lui qui m'a contré depuis longtemps, et maintenant il fait la même chose que moi. Donc ça le décrédibilise complètement. Non, sur le thème européen, on l'a déjà vu sur le thème européen. Il a quand même changé de position, notamment vis-à-vis de l'Europe. On l'a entendu. Il n'est plus fédéraliste, ultra-européen, sans frontiériste comme il l'avait été. Il n'a pas changé de logiciel pour toutes les raisons que vous dites, mais malgré tout, on sent que de temps en temps, il se dit que là, il y a quelque chose à... Et moi, je crois que s'il abordait cette mais il marche sur du verre.
Oui. En tout cas, on l'a entendu justement un petit peu mettre de l'eau dans son vin sur ces questions-là, notamment dans un discours à Marseille récemment qu'on a joué. Et je vous invite à revenir donc dans les extraits de point de vue qu'on a fait avec notamment Georges Kuzmanovic, qui était l'un des artisans de cette volonté de faire évoluer le discours de la France insoumise. Apparemment, ça n'a rien à voir avec le discours de Marseille il y a quelques années, où il avait dit, vous de l'autre côté de la Méditerranée, venez. Enfin bon. Et c'est même au même endroit, donc c'était ça qui était frappant. On va passer à un autre thème. Il nous reste un petit peu de temps pour parler un peu de littérature, après avoir cité quand même nos internautes. Guillaume qui nous dit ce qui est dommage réside dans le fait que nos syndicats français sont politisés. Quelles sont les alternatives aux syndicats, se demande Arnaud SA. Et Antimac nous dit attention, ce n'est pas parce que les Français ne manifestent pas qu'ils ne sont pas mécontents. Alors c'est effectivement ce qu'on s'est dit. Et Macabronito nous précise le nombre de travailleurs syndiqués, c'est 10%. Constat qui parle de lui-même. On va retourner à l'Élysée, mais dans le passé. C'est un récit d'ailleurs à retrouver dans le Figaro daté d'aujourd'hui, dans l'édition papier, à retrouver sur le Figaro.fr, signé Étienne de Montetti. Les 29 et 30 octobre prochains, 1 millier de livres va être vendu aux enchères. Alors, particularité, ce sont des éditions originales, anciennes ou luxueusement reliées. Et surtout, elles ont appartenu à un seul et même homme, François Mitterrand. Philippe Turle, il y a un livre que vous aimeriez acheter dans la bibliothèque de François Mitterrand ? J'ai un peu réfléchi à ce que j'aimerais acheter. Je pense que je prendrais Madame Bovary de Gustave Flaubert. C'est un livre magnifique. Je vais faire monter les enchères. Ah bon ? J'aurais fait le même choix. Ah bon ? C'est drôle, hein, parce que quand on parle de la littérature française ou britannique, bon, on ne connaît pas grand-chose, mais ça, c'est un livre, comme avec les livres d'Émile Zola, par exemple, qui marche très bien outre-Manche, ou Molière, ou des livres du XVIIe siècle, des pièces. Mais c'est un livre que je trouve qui est vraiment l'un des livres qui m'a le plus marqué. Il y a Flaubert dedans, je ne sais pas s'il y a Madame Bovary. Il y a très peu, hein. Oui. Zola, il n'y en a pas. Voilà. Ou un. Et Flaubert, il doit l'avoir, mais bon, s'il n'y est pas... Oui, c'est ça qui est frappant, c'est qu'il y a peu de Zola, finalement. Ah ouais, non, il dit, quand il était patron d'unité, il disait Zola est très au-dessus de tout, et notamment de Barès. Il y a tout Barès, jusqu'à la fin. Et il y a, je crois, un vague Zola. C'est très... Enfin, les choix sont quand même absolument passionnants. Il y a un peu vache pour Zola. Je vais vous dire autre chose, qu'il y a une chose que je prendrais si je pouvais, mais je pense que je ne vais pas pouvoir, c'est le bureau de François Mitterrand. Parce que le bureau qui est absolument sans aucun intérêt d'ailleurs. C'est un bureau, on disait, oui, il avait un grand bureau en bois sculpté, style Louis XV. Et en fait, non, pas du tout. Mais c'est l'un des premières images que j'ai eues de François Mitterrand quand j'étais étudiant en politique française en Grande-Bretagne, c'était qu'il y avait deux images de lui. Il y avait l'image de monarque de Mitterrand, qui était l'incarnation de Louis XIV, mais en même temps, c'était un homme très simple, qui aimait les choses simples dans la vie. Il y avait une photo très célèbre de lui assis à son bureau avant qu'il soit élu président de la République, mais sans rien autour. Et on le voit ensuite dans une image de lui à l'Élysée. Donc le bureau, c'est quand même quelque chose. Il y a une autre image dans laquelle, d'ailleurs, il s'est fait sculpter, je crois, c'est en train de lire un livre. Alexis, Mitterrand avait beaucoup de romans, et Étienne nous dit il aimait plus le style que les convictions. Ça révèle quelque chose du personnage ? Déjà, il ne s'intéressait qu'au roman. Il n'y a pas d'ouvrage de sociologie, tout ça, de l'économie, tout ça. Il considérait que c'est... Dans ce qu'il a gardé. Ah oui, dans ce qu'il a gardé. Il en a déjà fait don. Il a fait don des 2/3 ou des 3/4 avant sa mort à la bibliothèque de Château-Chinon, je crois. Et puis il en a gardé ses livres, les beaux livres, les livres qu'il avait amoureusement achetés et fait relier, souvent par sa femme d'ailleurs, ou par des grands relieurs. Ça, c'était ses livres. Et ceux-là, il les a gardés. Et là, dans ceux-là, il n'y a ni histoire, ni économie, ni sociologie, ni tout ça. Il y a du roman, du roman, du roman. Et c'est extraordinaire. C'est vraiment une bibliothèque d'hommes de droite, et souvent d'extrême droite. Et quand on se dit qu'il a fait relier à Daniel Mitterrand dont on connaît les opinions, il lui faisait relier Brasillac, comme le temps passe, roman pas mauvais, un peu démodé. Les deux étendards, Rebattet, grand roman, dont François Mitterrand disait il y a deux sortes d'hommes, il y a ceux qui ont lu les deux étendards de Rebattet, ceux qui ne l'ont pas lu. Rebattet, condamné à mort, qui a dû aller s'exiler en Espagne, qui est revenu... Enfin bon, donc ça, c'est des écrivains collaborationnistes, Brasillac fusillé. Drieux, Daniel Mitterrand relit Drieux La Rochelle. Donc c'est absolument inouï d'imaginer la militante de gauche, et souvent d'ultra-gauche, Daniel Mitterrand, à qui fait relier tous les auteurs d'extrême droite. C'est quelque chose de savoureux.
Il y a Jacques Chardon dedans Jacques aussi. Chardon, bien sûr, et puis tous les hussards. Et c'est amusant, moi, ce qui m'étonne, il n'y a quasiment pas de Balzac. Parce que dans une bibliothèque de droite, il devrait y avoir Balzac. Il n'y a pas Balzac, quasiment pas de Proust. Il y a une lettre à Robert de Montesquieu de Proust après un duel, mais il y a juste une édition d'Un amour de Swann, et pas de Pascal non plus. Ou un seul. Donc c'est quand même beaucoup l'entre-deux-guerres et l'après-guerre. C'est aussi la bibliothèque, à mon avis, d'un ambitieux. Vous savez, le roman, la Il n'y a caractéristique. pas de Balzac pourtant. Oui, il n'y a pas. Voilà. Oui, mais c'est des petites quand même, ambitions. C'est des petites ambitions, Balzac. Il devrait y avoir, ils les ont perdus. C'est pas possible. Ils ont perdu. Les Charentais qui nous regardent et ceux qui sont autour de cette table sont un peu vexés de ce que vous dites. Ça se passe en. Bon, non, c'est impossible. Il l'a pas. Ah non, parce que dans Balzac, il y a une dimension sociologique, alors pour le coup, qui est absolument remarquable. C'est effectivement pour décrire la société du 19e et même la révolution industrielle, la française, etc. C'est extraordinaire, Balzac. Donc il y a toute cette dimension-là qui peut-être devait l'ennuyer un petit peu. Mais je suis mon roman, le fil. Je crois que c'est le roman par rapport à la poésie. Le roman, c'est toujours, en tout cas le roman à la française, c'est le roman qu'il lit, c'est d'abord les histoires généralement d'un individu, presque toujours d'un homme, souvent d'un jeune homme, qui mène son chemin. C'est l'égotisme. Effectivement, c'est cela. Et ça correspond tellement à ce qu'a été François Mitterrand. Il y a des poèmes aussi. Il y a notamment des poèmes inédits de Philippe Henriot. Philippe Henriot, Radio Paris, La Milice, tué par les résistants. Poème inédit, jamais publié. Il achète le manuscrit. Ce qui est très frappant aussi, c'est qu'en bon égotique et en bon ambitieux, c'est également des romans d'initiation, des romans de parcours individuels qui datent de sa jeunesse. Oui. C'est ce qui lui donnait aussi du courage. Ce qui est très frappant dans ce que j'ai lu essentiellement dans les pages du Figaro aujourd'hui, eh bien, dans les romans que j'ai aperçus, eh bien, c'est des romans qui ont été écrits, je ne dirais pas avant 39, on va dire plutôt avant 45, puisqu'il y a effectivement des écrivains de la collaboration. Mais après 45, il n'y a plus grand monde. Je ne sais même pas s'il y a Julien Gracq, par exemple. Si, il y a Gracq. Non, il y a après, mais il y a Julien Gracq quand toutes même. les années 50 Il y a les 70. contemporains, Il y a Tournier, qui lui écrit des dédicaces très personnelles. Il y a François Sagan. Je relirai le Figaro du jour. François Sagan qui dit même qu'il est écrivain, donc il pense qu'elle est la meilleure. Il y a tous les hussards, il y a Laurent, il y a Déon, il y a Nimier, il y a compagnie. Non, ce qui est amusant, c'est qu'il n'y a aucun des gars qui l'entourent tout le temps. Il n'y a pas François Régis Bastide, il n'y a pas Max Gallo, il n'y a pas tous ces écrivains. C'est des vrais écrivains. Comment Sagan, il a beaucoup. Sagan, il lui fait des d'immenses dédicaces. Il y a des très jeunes. Et il y a Marguerite Duras. Et il y a Marguerite Duras. Non, c'est d'avant-guerre à aujourd'hui. Ce qui est frappant, c'est que Philippe, on y va parce qu'on est sur qui le lisait beaucoup, traditionnel. alors d'autres présidents ne lisaient pas du tout. Voilà. C'est ça qui est vraiment un contraste. On rappelle d'ailleurs que c'est par une fiction sur le départ du président de la République que démarre le livre que vous avez dirigé avec Solène de Royer, Alexis, Le deuil du pouvoir. Puis c'est l'occasion pour nous d'avoir un souvenir, une pensée, une prière, même pour Paul-Henri Dullimbert, qui était directeur délégué des rédactions du Figaro et qui nous a quittés il y a près d'un an et qui a signé plusieurs fictions politiques, mais cette fois-ci autour de François Hollande, sous le nom de Philippe Ulus. Hollande s'en va et le coup du père François. Et il y a dans les livres de François Mitterrand un exemplaire des contre-rimes de Paul Jean Toulet, dans lequel il y a ce poème En Arles où sont les alicants, prends garde à la douceur des choses, qui était un des poèmes favoris de Paul-Henri. Voilà. Alors pour autographe, puisque Toulet a rajouté à la main ce poème-là dans l'ouvrage qu'a Mitterrand. Et c'était sa contribution aux gens des Pyrénées. Pour l'heure, on attend le dernier coup du père Macron et le gouvernement d'Édouard Philippe, et ce sera à suivre, on ne sait pas quand, en direct, mais ce sera en direct sur Figaro Live.